Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui reçoit ce soir Monsieur Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Nous recevons également Monsieur Abbas Silla, ordonnateur national suppléant du FED, qui est le Fonds européen de développement. Il est également directeur général des investissements publics et de la coopération économique au ministère de l'économie et des finances. Bonsoir. Bonsoir. Avec mes hôtes, nous allons parler de la coopération entre notre pays et l'Union européenne, le bilan et les perspectives. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre ce film documentaire. Monsieur le Président, votre pays aujourd'hui est un désert pratiquement. Comment voyez-vous la Mauritanie de demain? Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Dans les années 60, la vision du premier président mauritanien se fonde sur la situation géographique de la jeune nation. Elle est à la jonction du monde arabe et de l'Afrique noire. Il imagine également le développement d'une société multiethnique associant les multiples cultures de la région. Mais l'État récemment créé fait face à des défis immenses. Depuis des décennies, le pays est structuré autour de puissants clans. La citoyenneté et la nation mauritanienne n'existent pas encore. Puis, sur le plan économique, le chantier est considérable. Le pays est isolé et ses ressources n'ont pas évolué depuis des siècles. Écoutez, à l'indépendance, l'économie mauritanienne s'est limitée à un secteur primaire, un secteur donc l'élevage du bétail essentiellement, un élevage extensif, et un peu d'agriculture, notamment pluviale. Et c'était une véritable économie de subsistance, au sens propre du mot. Et il y avait beaucoup de nomadisme, parce qu'il y avait beaucoup de pâturage. Et il y avait aussi un phénomène très important, c'est que les villes étaient très réduites. La plus importante ville de Mauritanie, il me souvient, en 1960, c'était Rosso, qui comptait à peu près 5 à 8 000 habitants. Et Nouakchott venait de naître. La capitale s'érige sur un campement habité par moins d'1 millier de personnes. Aujourd'hui, elle est le symbole de l'extraordinaire transformation que le pays a connue depuis les années 60. L'ancienne maison du premier président existe toujours, mais l'environnement a changé. En près de 60 ans, la nation a vécu de profondes mutations. Le nomadisme a progressivement été remplacé par la sédentarité. La population a été multipliée par 5 et l'urbanisation a littéralement explosé. Des secteurs industriels, inexistants il y a 40 ans, sont aujourd'hui les fers de lance de l'économie du pays. Et la Mauritanie a affronté également des crises majeures dans l'élevage et l'agriculture. Le documentaire présente une histoire du développement de la nation mauritanienne par décennies. De la construction des infrastructures dans les années 70 à la bonne gouvernance dans les années 2010, en passant par la création des industries minières et de la pêche. L'Union européenne, avec ses États membres, est le premier bailleur mondial d'aide au développement et de l'aide d'urgence. Elle a accompagné et appuyé à chaque étape les principales mutations du pays. Un accompagnement qui s'est avéré constant au fil des décennies et adapté aux besoins vitaux de la nation.
Le 28 novembre 1960, la Mauritanie avait 0 km de route bitumée. La principale route qui existait, qu'on appelait en son temps la route impériale, traversait la Mauritanie en venant du Sénégal pour aller vers le nord. Cette route était une route en terre améliorée, sommairement aménagée. Le reste du pays était vierge. Au début des années 70, le jeune État mauritanien vise principalement le développement des infrastructures. Car les enjeux sont stratégiques. D'abord, les routes assurent une certaine cohésion nationale et de nombreuses régions sont encore inaccessibles à cette époque. Ensuite, le développement économique ne peut se faire sans la circulation des biens et des personnes à l'intérieur du pays et vers l'extérieur. La route Nouakchott-Rosso est la première route construite en Mauritanie. Elle a été construite entre 1969 et 1970 sur financement de l'Union européenne. L'essentiel des approvisionnements de la Mauritanie provenait du port autonome de Dakar. Donc c'était un élément essentiel et fondamental qui a permis le démarrage du processus de construction et d'aménagement d'axes routiers en Mauritanie. Avec le temps, le réseau se détériore et fragilise le développement, car 80% des passagers et 90% des marchandises transitent par la route. L'État oriente alors ses financements vers l'entretien et l'Union européenne augmente considérablement son appui. Au final, l'Europe a financé la construction ou la réhabilitation de 4500 km de route. Au début des années 2000, le secteur des transports est libéralisé. Puis, en 2005, l'État procède à sa réorganisation en s'appuyant sur l'aide européenne. Cette réforme est bénéfique pour les usagers, car elle a entraîné une baisse générale des prix. Mais elle a aussi rencontré quelques difficultés. Cette réforme s'est heurtée à un certain nombre de problèmes, dont le plus important était le fait que les mesures d'accompagnement qui visaient le soutien aux transporteurs n'ont pas pu être mises en œuvre. Aujourd'hui, le défi majeur concerne l'entretien des routes. Les conditions climatiques extrêmes et des véhicules parfois trop lourds endommagent le réseau routier, pourtant indispensable au développement économique du pays. La fin des années 70 est marquée par l'irruption d'un nouveau fléau qui impactera la société mauritanienne dans la décennie suivante et jusqu'à aujourd'hui, la sécheresse. Il y avait l'abondance de la ressource, il y avait du poisson, il y avait du gibier. Les gens pouvaient tirer leur aliment, la moitié de ce qu'ils ont besoin des ressources naturelles, c'est-à-dire de la brousse, de la forêt. À cette époque, il n'y a pas de système d'irrigation et les cultures dépendent totalement de la pluie. L'apparition des sécheresses répétitives va alors anéantir de nombreuses récoltes. Les agriculteurs perdent une grande partie de leurs moyens de subsistance. Les nomades, la population majoritaire dans le pays, sont également touchés. Le cheptel a été décimé en grande partie et donc cette source d'alimentation qu'il est devenue s'est affaiblie et donc il y a une consommation qui devient très importante sur les céréales et donc ça fait une pression qui est importante sur la demande de céréales dans un contexte où la production agricole aussi n'est pas très importante. C'est avéré qu'il faut trouver une nouvelle source de survie de ces gens durables. Donc on a fait recours à l'irrigation. Dans les années 80, un très important programme est mis en place pour lutter contre la famine à travers la construction de périmètres irrigués. Au cours de cette décennie, avec l'appui financier de l'Union européenne, une trentaine d'ouvrages sont construits, comme ici, au Gorgol, dans le sud du pays, à 5 km de Kaïdi. L'ensemble des superficies est consacré à la culture du riz. Le périmètre a été construit les années 77. Il a été aménagé sur une superficie de 704 hectares au profit d'un peu plus de 1000 ménages, à raison de 0,5 hectares par ménage.
Construits il y a près de 40 ans, les infrastructures et le système d'irrigation fonctionnent toujours. Le rendement d'environ 4 tonnes à l'hectare sécurise l'alimentation et améliore le niveau de vie dans toute la région. Mais le souvenir des grandes sécheresses persiste. C'était la sécheresse de 73. Il y a eu l'exode. Les gens ont quitté les petits villages pour venir à Kédi. C'est ce qui a occasionné ça. Donc moi j'ai assisté à quelqu'un qui a volé une marmite qui était sur le feu. Une marmite cuisinée prêt, et que alors que le monsieur était prêt, avait trop faim, il a ramassé la marmite, il a fui, il a disparu. Ça c'est des années de sécheresse de 73. Avant la création de ces périmètres, la culture du mil prédominait et dépendait essentiellement d'une pluviométrie aléatoire. Cependant, les systèmes d'irrigation ne peuvent pas couvrir tout le territoire. Et dans les décennies suivantes, d'autres zones du pays souffrent de la sécheresse. Il y a une crise qui s'est produite aussi à des années, disons, 79-80. Et puis, il y a une crise aussi qui s'est produite en 2003. Mais entre ces trois périodes, il y a des crises qui sont de dimensions plus faibles. Et je dois dire qu'il y avait un élan très important de l'aide internationale, surtout l'aide européenne. Et on a eu des aides massives, si bien qu'il y a eu des pics d'aide qui ont atteint 150 000 tonnes. Au début des années 2000, l'État met en place un programme national de lutte contre l'insécurité alimentaire. Il représente un tournant dans la lutte contre les crises environnementales et la faim. C'est la première fois qu'on essaie de gérer la sécurité alimentaire dans ce qu'on appelle des mécanismes d'anticipation. Alors avant, on attendait que la crise vienne et on fait le traitement. Avec les mécanismes qui ont été faits dans le cadre du programme européen, on a des outils de prévention. Ils sont principalement de deux ordres. D'une part, la constitution de stocks alimentaires pour répondre immédiatement aux besoins de la population en cas de crise, et d'autre part, la création d'un observatoire qui surveille les zones à risque pour anticiper les crises. Les défis alimentaires demeurent importants. La Mauritanie ne produit aujourd'hui que 30% de ses besoins. L'objectif, fixé par l'État, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030, nécessitera des réformes agraires et des investissements très importants dans l'agropastoralisme comme dans les autres secteurs productifs. Les mines, alors, c'est la condition sine qua non de l'existence de la Mauritanie nouvelle. Si nos mines de fer de Fort-Goro ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas. La prédiction du premier président s'est réalisée dans les décennies suivantes. Le développement économique du pays dépend en grande partie de la bonne santé du secteur minier. Et celui-ci a connu plusieurs perturbations. Son histoire commence avant l'indépendance. Les premiers indices ont été découverts au début du siècle, mais il n'y avait pas d'infrastructure dans le pays. Je dirais peut-être même le marché n'était pas gros demandeur à ce moment-là de minerais de fer. Il a fallu attendre après la guerre pour qu'un besoin nouveau apparaisse. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pays bâtit les infrastructures en un temps record. Les travaux débutent en 1958, l'extraction commence seulement 5 ans après. Mais les mines sont à l'intérieur du pays et le minerai doit être acheminé sur la côte pour être exporté. Et le projet est alors totalement remis en question. La plupart des études au début avaient montré qu'il était difficile de faire traverser un chemin de fer le long des 700 km de désert. Et
il a fallu des études très poussées pour montrer qu'on pouvait stabiliser le sable. C'est un chantier titanesque et une prouesse technique que réalisent les ingénieurs. Le chemin de fer est construit et, 40 ans plus tard, il est toujours fonctionnel et il est devenu une référence pour d'autres pays. Un port en eau profonde est bâti dans la ville de Nouadhibou, à proximité de l'usine de concassage. Il est capable de recevoir des navires de gros tonnage et le premier chargement quitte les côtes mauritaniennes en 1963. 11 ans plus tard, l'entreprise est nationalisée et devient la Société nationale industrielle et minière, la SNIM. Elle est aujourd'hui détenue à 78% par l'État mauritanien. À partir de cet instant, la Société des mines de fer de Mauritanie, dite Miferma. Au fil des ans, l'industrie minière devient une des ressources économiques les plus importantes du pays. Mais à la fin des années 80, la SNIM traverse une nouvelle crise qui menace son existence. En cause, l'endettement important et un coût élevé de production, mais pas uniquement. Il y a une crise internationale, les prix du fer ont beaucoup chuté, donc notre coût de production était très élevé. Donc, dans ce cadre, la Mauritanie a introduit une requête dans un mécanisme qui existe au niveau de l'Union européenne qui s'appelle le SISMIN. Le SISMIN est un fonds spécial de l'Union européenne destiné à aider les pays partenaires dont l'économie dépend des exportations minières vers l'Europe et qui rencontrent des difficultés importantes, impactant sur l'économie nationale. Et donc la mise en œuvre du SISMIN pour la Mauritanie a permis de financer un certain nombre d'actions importantes pour la SNIM, l'achat de matériel stratégique, la rénovation du port minier de Nouadhibou qui est en cours, et tout un ensemble d'actions qui est effectivement extrêmement importante pour la société et par voie de conséquence pour l'économie nationale. D'un montant total d'environ 150 millions d'euros, les 3 SISMIN ont eu pour objectif de moderniser l'appareil industriel et d'améliorer les performances de l'entreprise. Les 700 km de rails de chemin de fer ont été restaurés et de nouveaux wagons ont été installés. Sur le site d'usinage à Nouadhibou, de nouveaux matériels sont mis en place. Enfin, le port minier est agrandi, ouvrant ainsi le marché d'exportation vers l'Asie. Cette dynamique a relancé la production et aujourd'hui, soit près de 10 ans après ces travaux, le secteur représente désormais 26% du produit intérieur brut. Pour les années à venir, la Mauritanie veut diversifier ses extractions. L'Union européenne a été un précurseur de la recherche aurifère en Mauritanie et l'État continue aujourd'hui l'exploration de son sous-sol avec le souhait de trouver de nouveaux gisements. Les bateaux du monde entier viennent pêcher dans les eaux exceptionnellement poissonneuses des côtes mauritaniennes. À la fin des années 80, l'Union européenne et la Mauritanie mettent en place des accords de pêche qui serviront d'exemple ensuite dans d'autres régions du monde. Ces accords ont 2 principaux objectifs. D'abord, permettre à la Mauritanie d'accéder au marché européen très réglementé. Et ensuite, protéger une ressource naturelle de plus en plus menacée. Au niveau des accords de pêche, nous sommes avec nos collègues européens. Nous avons constitué un comité, il a été constitué un comité scientifique qui suit tous les 2 ans, dans le cadre du protocole de l'accord de pêche, qui suit tous les 2 ans l'état des stocks. Ça c'est les stations, ça c'est... Et il définit quel est le degré d'exploitation l'état d'exploitation de ces ressources pour permettre aux négociateurs de négocier sur une base quantitative bien précise et fiable. En 2002, les accords prévoient que l'Europe verse 430 millions d'euros en 5 ans en contrepartie de la pêche d'une certaine quantité et d'espèces de poissons. Cette somme va alors permettre à l'industrie mauritanienne de mettre sa production aux normes européennes pour exporter. Depuis cette date, tous les sites industriels et tous les bateaux-usines sont inspectés plusieurs fois par an et, la plupart du temps, lors de visites surprises.
Les normes sanitaires et d'hygiène sont très strictes. Vous ne pouvez même pas commencer une activité ou construire une usine sans l'aval des autorités sanitaires. Si c'est par exemple les pirogues qui ont amené... Je sais qu'il y a une grande coopération entre les sanitaires européens et mauritaniens au niveau de la formation, etc., pour permettre à nos sanitaires de nous guider vers des outils de production aux normes et capables d'exporter vers l'Union européenne immédiatement. La découpe se fait ici, les déchets repartent dans les tuyaux et les têtes partent... Les deux inspecteurs font partie de l'ONISPA, l'institution mauritanienne chargée du contrôle de la qualité sanitaire des produits de la mer. Appuyé par l'Union européenne au milieu des années 2000, le personnel laborantin est formé ainsi que les inspecteurs chargés d'aller sur le terrain. Depuis, le laboratoire renouvelle sans cesse son matériel pour s'adapter aux révisions régulières des normes européennes. Dans les accords de la pêche, il y a toujours un volet destiné pour l'inspection des produits de la pêche. C'était destiné pour l'ONISPA dans chaque accord de pêche pour réellement mettre en place les moyens qu'il faut en termes techniques, en termes de matériel, en termes de compétences pour qu'il puisse répondre à sa mission principale qui est le suivi des milieux et l'inspection des produits de la pêche. Au fil des ans, la Mauritanie a adopté ces normes pour ses propres productions, ce qui lui permet d'exporter désormais dans le monde entier. La croissance de l'exportation a été freinée un temps par les capacités du principal port à Nouadhibou. Jusqu'en 2012, sa baie est jonchée d'épaves. Il y a non seulement les épaves ne sont non seulement apparentes, mais aussi enfouies, et ça a empêché vraiment l'activité de décoller. Et le summum de tout ça, malheureusement, on était connu comme le cimetière des épaves. L'État mauritanien et l'Union européenne mènent l'opération ensemble et, fin 2012, le port est totalement dégagé des débris des navires et a relancé son activité. On a enlevé le qualificatif de cimetière des épaves et ça permet maintenant de faire des extensions, le développement futur du port. Tout peut se considérer maintenant et on est en train d'ailleurs de compléter ces études-là et voir un peu comment développer la zone. Depuis, l'industrie nationale enregistre une croissance importante. En 2009, elle comptait 60 usines, elles sont près de 130 aujourd'hui. La pêche emploie près de 60 000 personnes. La majorité d'entre elles travaillent dans la pêche artisanale. La pêche industrielle, elle, fournit près de 90% de la production halieutique. Le secteur de la pêche a également des défis à relever dans les prochaines années. D'abord, celui de la préservation de ses ressources naturelles. Ensuite, celui de la surveillance des navires, car la surpêche aurait pour conséquence de diminuer la production halieutique, l'or bleu, de la Mauritanie. Avec son paysage exceptionnel, le pays poursuit l'objectif de diversifier son économie. Et le tourisme est une des pistes explorées. Au milieu des années 2000, l'État lance plusieurs programmes. L'un des plus importants est à Chinguetti, la ville historique et emblématique du pays. Grâce au projet de l'Union européenne, nous avons désensablé l'ancienne ville. Comme vous voyez, le trait rouge, c'était à 3 mètres et à 3,50 mètres. Tout ça, c'était couvert de sable et on a été obligé de désensabler manuellement. Les bibliothèques qui font la fierté de Chinguetti, il y avait une grande partie où il a fallu réhabiliter l'étanchéité, réhabiliter les bibliothèques, les mettre dans les conditions pour bien conserver les manuscrits. Et troisièmement, c'est le désensablement des oasis. Vous savez que le revenu qui était très important pour la ville, c'était la culture sous palmier. On cultivait de l'orge, du blé, du maraîchage. Quand il y a eu le désensablement, la vie est revenue.
Donc ça a créé beaucoup d'emplois. Le tourisme est relancé à Chinguetti. En quelques années, le nombre de visiteurs est multiplié par 10. À l'échelle du pays, l'industrie du tourisme est encore peu développée. De nombreux sites à haut potentiel sont encore peu aménagés et attendent de nouveaux investissements. Les relations institutionnelles entre l'Union européenne et les 77 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP, sont cadrées par des accords régulièrement révisés. Le dernier en date, celui de Cotonou, impulse une nouvelle dynamique, à la fois dans les domaines économiques et politiques. Les fondamentaux de la relation sont liés à une dimension économique d'intégration régionale, avec l'idée donc de renforcer l'intégration entre les pays, de renforcer leur capacité de relations économiques, mais aussi de relations de nature politique, et notamment la question de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la liberté de presse, la liberté d'expression, toutes ces valeurs-là qui sont fondamentalement les valeurs de l'Union européenne et que l'Union européenne projette dans ses relations à l'extérieur sont aussi, font partie de ce qu'on appelle la dimension politique de l'accord de Cotonou. Celle-ci se déploie avec une nouvelle approche, orientée vers la promotion de la bonne gouvernance. Par exemple, l'Union européenne est un des tout premiers bailleurs à appuyer la création d'un cadre légal pour la société civile. Dans le même temps, plusieurs programmes sont lancés sur le développement territorial, la décentralisation, la réforme des finances publiques et la promotion du tissu associatif et des femmes. Beaucoup de petites ONG à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès au financement, qui n'ont pas accès à l'activité. Le projet a permis de donner des fonds qui vont subventionner des petits projets au niveau local, au niveau de 6 régions du pays. Et au final, dans chaque région, on a 20, 30, 40 micro-projets qui ont de l'impact économique et social sur les populations et qui ont vu le jour. Ici, dans la banlieue de Nouadhibou, 20 ONG locales ont bénéficié du programme. Ce sont de petites associations qui, généralement, n'ont pas accès au financement des bailleurs internationaux. Celle-ci est composée de 20 femmes qui fabriquent et vendent des vêtements féminins. Chaque mois, il y a 4 femmes de la coopérative qui gèrent la coopérative. Il y a 2 qui vont faire la couture et les 2 autres vont faire la vente des articles. Mais si toutefois il y a une activité comme la fête de Korité ou la fête de Tabaski, elles vont se réunir toutes pour faire leurs commandes, essayer de travailler ensemble, en groupe. La plupart de ces femmes sont chefs de ménage. Avec cette activité, elles arrivent à dégager des revenus variant entre 25 000 et 40 000 ouguiyas par mois. L'association AMSE a bénéficié du programme PESC. Son siège est ici, à Nouakchott, et l'Union européenne a financé le développement de son activité à Nouadhibou. L'association aide les femmes victimes de violences familiales ou conjugales. Dans un premier temps, elles sont accueillies par les bénévoles de l'association. وبعدين إذا هي تعدل لها الأسيستانت اللي جابتها كوميساريا لاكي هون والله هذه الأسيستانت هون تعدل لها لاكي تبريزانتي لها ذاك اللي أقدم لها من الخدمات كيف الهاش بي اس والسيفيليس والفحوص اللي نعدلوا هوناتي على مستوى المركز والله نشوف مع حد يعدلهم لها وبعدين نشوف البسيكولوج ياكي يبسي تانسيون ذاك الشوك ورا ذاك تكشف عليها لا ساج فام. La décentralisation est un objectif de longue date de l'État mauritanien. Mais elle est plus fortement appuyée par les bailleurs internationaux à partir de 2010. C'est une réforme fondamentale de la société et de l'État. Jusqu'en 1986, la référence spatiale, la référence organisationnelle était la tribu.
Aujourd'hui, les jeunes, quand on leur dit ouverture, disent je suis de telle commune. Et donc ça change aussi au niveau de l'évolution de la société, une nouvelle organisation, et ça renforce disons, l'unité nationale, mais aussi l'appartenance même à l'identité nationale et à l'État. Le programme Périclès de l'Europe a appuyé la décentralisation. Il couvre près de 90 communes sur l'ensemble du territoire. Le programme va former les responsables des collectivités locales pour leur permettre de mieux gérer leurs nouvelles attributions. Et, en même temps, il va financer de nouvelles infrastructures communales. Comme ce terrain de foot construit pour la ville de Bababé. On a fait la clôture complète du stade. On a 2 portes, une porte d'entrée et 2 portes pour la rentrée des voitures. Parce qu'on fait des matchs de payants. Maintenant, à chaque fois qu'ils font des matchs, la mairie a une somme. Si vous terminez, la mairie a 20% ou bien 15%. Et ils nous ramènent de l'argent. La ville, de taille moyenne, est située au sud de la Mauritanie. Le personnel administratif a bénéficié de formations et de conseils pour améliorer la gestion de la ville. Ce développement des capacités a aussi permis à la mairie de réaliser de nouveaux investissements. Avec l'économie. Ici, l'école 1, on avait réfectionné le mur. Il y a les ralentisseurs faits par l'économie de la mairie. Ce sont les fonds propres de la mairie qu'on économisait, on a fait des ralentisseurs. Avant, c'était très dangereux. Parce qu'avant, il y avait des voitures qui ont tamponné ici 3 enfants, morts sur le coup. Morts sur le coup. Maintenant, depuis qu'on a fait des ralentisseurs, ça a changé. Malgré les efforts accomplis et les projets exécutés, la décentralisation est encore loin d'être pleinement effective. Ce n'est pas en 3 ans, 4 ans qu'on va régler les problèmes des populations et les problèmes des collectivités locales. Donc j'aurais souhaité qu'il y ait une consolidation de ce programme-là, qui a bien démarré, qui a des objectifs assez intéressants, qui a réalisé des choses, mais il manquait une consolidation de ce processus-là qui n'a pas eu. Dans les prochaines années, le transfert des ressources financières de l'État vers les communes sera une clé pour la réussite de la décentralisation. La création de la nation mauritanienne ne s'est pas faite sans difficulté. Malgré les obstacles, elle a réussi de profondes mutations, sans doute irréversibles aujourd'hui. Dans le domaine économique, le développement de nouveaux secteurs, les crises agricoles et l'ouverture à l'international ont modifié profondément les ressources du pays. Dans le domaine social, les transformations ont bouleversé l'ordre et l'organisation établis, avec parfois des soubresauts, mais elles ont changé les relations entre les citoyens et avec l'État. La jeune nation poursuit son évolution, avec devant elle de nombreux défis, mais également des atouts pour les affronter. En près de 50 ans d'histoire partagée, l'Europe et la Mauritanie ont construit une relation forte et durable. L'Union européenne va poursuivre son aide, toujours guidée par la même philosophie, s'adapter aux besoins du pays et appuyer les dynamiques.
Ma première question s'adresse à M. Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie. Le film que nous venons de voir a pour but de présenter dans les grandes lignes l'évolution de ce qu'a été jusqu'à aujourd'hui la coopération entre l'Union européenne et notre pays. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce film? Oui, bien sûr. C'est un film qui a été commandité par la délégation de l'Union européenne, évidemment en partenariat avec les services de l'ordonnateur national. Et c'est un film qui a comme vocation d'expliquer aux Mauritaniens et aux Mauritaniennes toute l'histoire de la coopération de l'Union européenne avec la Mauritanie. C'est une longue histoire, c'est 50 ans de travail en commun, ensemble. Et donc le film parcourt un peu les grandes étapes de cette coopération, à travers, disons, les années dans lesquelles on a travaillé surtout sur les questions de transport, ensuite sur l'agriculture, ensuite sur le secteur minier, la pêche et pour terminer avec la gouvernance. Et surtout, je pense qu'il marque très bien l'adhésion que l'Union européenne donne aux priorités du pays et donc aussi son adaptation. Donc la coopération de l'Union européenne a su s'adapter aux exigences et aux priorités du pays pour l'accompagner dans son développement. Je crois que c'est ça le message fort qui ressort de cette activité. Et je pense que donc c'est un bon message que nous voulons maintenant véhiculer et donc promulguer à travers ce film pour les populations mauritaniennes. Monsieur Abassila, en votre qualité de directeur des investissements au ministère de l'économie et des finances, est-ce que le travail du réalisateur, vous voyez dans ce film? Je vous remercie, tout à fait. Le film, en fait, est une rétrospective de la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie. Et très certainement, il est emprunté par la touche du réalisateur. Il a dû choisir certainement un certain nombre d'axes qui sont peut-être les plus pertinents. Mais ceci dit, l'essentiel, c'est qu'on puisse, ne serait-ce que l'instant d'un moment, matérialiser cette coopération qui, jusqu'à présent, continue à évoluer. On est quand même passé des années du 5e FED des années 80 de 19 millions d'euros pour l'enveloppe totale à aujourd'hui le 11e FED donné à 195 millions d'euros, moins les 36 millions qui ont été ces derniers mois un peu revus à la baisse. Tout ça pour dire en fait que le film retrace exactement le niveau de la coopération, son évolution et surtout tous les axes d'intervention de l'Union européenne, ces secteurs de concentration classiques qui sont, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur, on est passé par l'agriculture en allant vers le secteur des transports et en passant par le secteur pêche jusqu'à maintenant l'état de droit, la gouvernance et l'énergie. Merci. Avant de revenir à ces secteurs, j'ai envie de poser une question. Dans le domaine social et géopolitique, la vision du premier président de la République islamique de Mauritanie était de bâtir un pays multiculturel et en même temps d'être un lien, un pont entre le continent africain et le continent européen. Est-ce que cette ambition est toujours d'actualité aujourd'hui selon vous? Oui, je pense que votre premier président avait vraiment une vision de très long terme. Et je crois qu'elle est tout à fait pertinente, elle est tout à fait d'actualité maintenant. La Mauritanie a une très grande richesse, une grande diversité culturelle. Pour moi, je pense que c'est un atout. C'est un atout et aussi donc une carte à jouer comme lien et pont entre les espaces, disons, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, mais aussi sa proximité avec l'Europe. Vous avez les îles Canaries qui sont à quelques centaines de kilomètres de votre côte. Donc je crois qu'elle est positionnée dans un espace géostratégique, de manière géostratégique. Elle a aussi des liens très forts avec la région de l'Afrique de l'Ouest. Et un marché potentiel très intéressant avec la CEDEAO. Donc je crois que c'est vraiment des atouts importants qu'il faut mettre en avant dans le développement de ce pays. Et donc je pense que les opportunités sont là. Alors il y a aussi évidemment des défis, ce n'est pas simplement des choses toujours très faciles. Je pense qu'il y a des questions notamment liées à la transition énergétique, au problème du changement climatique, les énergies renouvelables, dans lesquelles d'ailleurs la Mauritanie a un record, puisqu'elle a plus que 60% de ses énergies qui sont déjà de sources renouvelables. Donc, en quelque manière, elle s'est déjà projetée en quelque manière dans l'avenir. Mais il y a évidemment aussi des challenges et des défis qu'il faut affronter ensemble. Et donc, je confirme que je pense que la vision est tout à fait correcte. Ok. Par rapport à cette ambition, est-ce qu'elle est toujours d'actualité, vous qui êtes...
Tout à fait, elle est d'actualité. En réalité, l'ambition était que la Mauritanie servait de jonction entre le monde arabe et le monde d'Afrique subsaharienne. C'était ça un peu la volonté du premier président. Et je pense que cette volonté-là a toujours été sous-tendue par une politique réelle d'intégration régionale, de faire rayonner un peu la culture mauritanienne au niveau de la sous-région et surtout un échange commercial intense qui appuie un peu faire la jonction entre l'Afrique noire et le côté maghrébin. Et je crois qu'au-delà de ça, ces dernières années ont été aussi marquées par la volonté des autorités actuelles, en l'occurrence le président, son Excellence Mohamed Abdelaziz, qui a su, sur le plan diplomatique, essayer un peu de redonner à la Mauritanie son rôle au niveau des instances internationales. Et c'est sous son aire qu'on a pu quand même présider l'OIA et la Ligue arabe, et on continue à... L'initiative des G5 était de la Mauritanie aussi. Et j'en passe. Je pense qu'il y a quand même une vraie appropriation du rôle de la Mauritanie dans ce sillage. Et je pense qu'on ira dans l'avant dans les années à venir. Monsieur l'ambassadeur, on voit dans le film que nous venons de regarder que le secteur des transports a été un moteur essentiel du développement du pays. Aujourd'hui, quelles sont les voies de développement à poursuivre? Développer le réseau routier ou renforcer son entretien ou développer d'autres modes de transport que la route? Merci. Effectivement, je confirme que le transport a été un des piliers du développement dans la région d'ailleurs, pas seulement en Mauritanie. L'Union européenne a investi énormément dans les routes dans les années passées. En Mauritanie, nous avons soutenu à peu près le développement d'un tiers du réseau routier mauritanien, donc c'est quand même assez conséquent. Maintenant, je pense que l'idée, c'est que ce soit plutôt le gouvernement qui assure la gestion et l'entretien du réseau routier existant. Ce n'est plus tellement aux partenaires de financer un réseau qui est fondamentalement maintenant plus ou moins assis, bon, pour toujours évidemment le développer ultérieurement, mais disons il est suffisamment déjà développé. Et donc l'idée c'est d'intervenir plutôt dans des infrastructures de transport, mais qui ne soient pas nécessairement seulement les routes. Et par exemple, nous avons le financement du pont, le fameux pont de Rosso, qui va être un financement important pour améliorer la liaison avec le Sénégal, sur un axe routier fondamental entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et aussi financement de cet investissement sous forme ce qu'on appelle un blending, c'est-à-dire on couple les prêts avec les dons. Et donc ce n'est plus simplement du don qu'on finance, mais on finance aussi avec des prêts. Quand même, on reste encore sur un projet important routier qui est la route reliant Nouakchott à Rosso. Donc ça, c'est un projet en cours, 120 km de réhabilitation d'une route qui d'ailleurs avait été financée par l'Union européenne à l'origine. Donc on retourne un peu sur la route qui avait été faite il y a 40 ans. C'est un financement de 50 millions d'euros, un chantier qui a pris quelques difficultés et quelques retards, mais qui maintenant est finalement lancé et dont j'espère pouvoir inaugurer la fin des travaux assez rapidement. Merci. Monsieur Silla, développer le réseau routier ou l'entretenir, quelles sont les priorités selon vous? Je pense qu'on a été dans une démarche assez rationnelle. On a commencé d'abord par avoir un réseau routier, même si au début il était dans ses... Et bien naturellement, quand le réseau routier a été dans certains niveaux, l'entretien de ce réseau routier s'est imposé. Et les autorités ont créé des structures d'entretien routier. Je rappelle seulement qu'à la date d'aujourd'hui, on est un peu à moins de 6000 km de réseau réalisés, dont plus de la moitié a été réalisée les 10 dernières années. Et je précise seulement que la volonté des autorités est tout simplement, non seulement de bâtir des infrastructures pour essayer d'avoir une économie dans certains attraits. Et je pense que M. l'ambassadeur a évoqué le rôle des routes, c'est extrêmement important. Mais j'aimerais préciser qu'au-delà, le gouvernement a voulu aussi moderniser les ports et les créer, parce qu'il faut dire que des indépendances jusqu'à les 10 dernières années, on avait un seul port. Et je pense que pour essayer
d'attirer un certain nombre d'opérateurs dans le secteur. Il est tout à fait difficile de pêcher, par exemple, aux environs de Niago et ne débarquer qu'à Nouadhibou. En termes de coût, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a petit à petit une volonté de mettre en place un certain nombre de ports tout au long de... Il y a aussi, on évoquait le transport, il y a le transport aérien. Les 3 dernières années, on connaît un nouvel aéroport, on connaît une compagnie aérienne qui est assez forte et qui, au niveau de la sous-région, joue un rôle extrêmement important. L'ambassadeur a évoqué le pont de Rosso, tout à fait, c'est quand même un corridor qui est extrêmement important au niveau de la sous-région et je pense qu'il participe tout à fait à l'intégration sous-régionale. Et pour notre part, la Mauritanie joue son rôle de manière effective pour la réussite de ce projet. Et je passe juste les G5 pour rappeler un peu les projets au niveau de ce... Vous pouvez rappeler les projets parce qu'on va passer à un autre secteur, à savoir les minéraux. Mais avant de finir avec le transport, le pont de Rosso, c'est des questions que je reçois tout le temps. C'est pour quand le pont de Rosso? Le pont de Rosso, c'est pour bientôt. Je viens de Dakar il y a 48 heures d'une réunion de ce qu'on appelle le comité ad hoc, qui est un comité entre les deux pays et qui est un peu l'instance suprême de gestion de ce. L'unité de projet a été mise en place, elle a été créée, elle a été logée à Rosso et là on était juste il y a 48 heures sur les dernières retouches de l'appel d'offres et je pense qu'il va être lancé naturellement avec le bureau d'études qui accompagne un peu les deux pays et je crois que c'est quelque chose qui tout simplement est dans le pipeline. Merci. Monsieur l'ambassadeur, selon vous, quels sont les autres modes de transport à développer ici? Bon, il pourrait y avoir le transport... vous avez le transport ferroviaire, mais bon, il est fondamentalement dédié plutôt pour le transport du minerai. Le transport aérien, c'est aussi un potentiel, mais bon, il est assez coûteux à développer, mais vous avez quand même une série d'aéroports secondaires. Le transport fluvial aussi, peut-être, sur le fleuve Sénégal. Ça pourrait être effectivement un axe intéressant à développer. Je dirais qu'il y a des alternatives, effectivement, aux routes. Parce que les routes, le problème, c'est que si elles sont surchargées, elles se dépérissent rapidement et il faut les entretenir. Donc il faut effectivement développer des alternatives, notamment sur le transport lourd, comme le ferroviaire, par exemple, ou le minerai, pour éviter justement de surcharger le réseau routier. Donc, oui, je crois que pour peut-être compléter un peu ce que disait Excellence, je pense qu'au niveau du G5 Sahel, il y a une vraie volonté de créer un chemin de fer qui peut éventuellement servir un peu de relais entre les deux pays. Et je pense que c'est une excellente alternative dans le cadre du transport. Et aussi, j'aimerais préciser que les 3 pays, dans le cadre de l'OMVS, les 3 pays veulent naturellement mettre en place un transport fluvial au niveau du fleuve Sénégal. Et je pense qu'un certain nombre de démarches est entamé. Et le projet est assez avancé pour mettre en place un transport au niveau fluvial sur le fleuve Sénégal. Merci. Nous allons parler du minerai de fer, l'exploitation du minerai de fer notamment, qui a été un pilier fondamental du développement de l'économie mauritanienne. Est-ce que ce secteur continuera à assurer une place majeure ou doit-on aujourd'hui réfléchir à d'autres approches? Je crois, comme vous l'avez dit, que ça constitue un des piliers de l'économie mauritanienne. Et l'Union européenne, d'ailleurs, a toujours aussi appuyé, disons, le développement de l'industrie minière en Mauritanie, notamment la rénovation de la ligne de chemin de fer ou le port minéralier de Nouadhibou. Donc on a toujours beaucoup investi dans les activités de la SNIM. Maintenant, je crois qu'il est intéressant de diversifier. Je crois que c'est déjà en cours. Il y a de la prospection aurifère et des potentiels dans le secteur aurifère qui a déjà été développé. Il y a le gaz qui évidemment est un nouvel atout pour le pays et qui va sûrement donner une impulsion très forte au développement économique du pays. Je crois qu'il faut diversifier l'économie, c'est ça le mot-clé. Ne pas avoir une économie trop dépendante d'un secteur ou d'une matière, parce qu'on est exposé aux aléas des fluctuations des prix mondiaux, et le fer notamment a eu des chutes importantes dans les années passées. Donc c'est vraiment miser sur le développement du secteur privé, les investissements, l'émergence des petites et moyennes entreprises, travailler sur la chaîne des valeurs, donc améliorer la qualité des produits et la valeur ajoutée des produits,
Et dans ça, par exemple, vous avez des potentiels dans la pêche, on va en parler probablement après, dans l'élevage et dans l'agriculture. Donc je dirais que le secteur minier doit continuer à constituer une valeur importante de l'économie, mais avec une nécessité de diversifier qui d'ailleurs est déjà en cours depuis déjà quelques années. Monsieur Silla, en votre qualité de directeur des investissements, doit-on chercher d'autres approches? Bien naturellement, je pense qu'on ne peut pas dormir sur ses lauriers, quelle que soit d'ailleurs l'assurance et la sécurité qu'on peut avoir par rapport à ce secteur qui est le secteur minier, et qu'il faut le dire, a accompagné un peu le développement et la naissance de ce pays. Parce que ce pays, dans les années 60, on n'avait pas d'infrastructure, on n'avait pas de capital, on n'avait pas d'élite formée. Je crois que tout ça, ça a été une volonté de mettre en place un peu tout ça, et cela a été bien naturellement accompagné par ces ressources. Et il a été question de ne pas trop axer donc les ressources sur, par exemple, le secteur minier. Je crois que c'est tout à fait juste. Et ces dernières années nous ont montré davantage que, surtout la fluctuation du prix de fer sur le marché international, nous a amené bien naturellement à réfléchir. Et c'est pour ça que le gouvernement a répondu très rapidement en essayant de diversifier l'économie, en essayant de mettre l'accent sur de nouveaux secteurs porteurs tels que la pêche, l'agriculture, qui ont ces dernières années participé de manière significative à la croissance. Et je précise aussi que, toujours dans le cadre de cette volonté de diversifier, le gouvernement a mis en place un cadre légal de partenariat public-privé qui, lui, déjà est un peu une anticipation dans le cadre de notre partenariat avec l'Europe, qui vient de lancer son plan d'investissement extérieur, et donc ce cadre-là peut être un peu une espèce de berceau qui va accueillir nos futurs instruments de coopération. Donc les accords de pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie intègrent l'objectif de permettre à notre pays, à la Mauritanie, de développer ce secteur pour accéder aux marchés mondiaux et créer des emplois et de la valeur ajoutée dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui le pays a atteint une autonomie suffisante dans ce secteur pour assurer seul son développement? Effectivement, un des atouts de la Mauritanie, c'est ces eaux excessivement poissonneuses. Vous êtes parmi les 6 spots mondiaux de ce qu'on appelle l'upwelling, donc la remontée de tous les nutriments qui donc créent cette prolifération de poissons qui est tout à fait exceptionnelle. Et je crois que l'Union européenne a voulu accompagner donc la Mauritanie dans le développement de ce secteur à travers des accords de pêche qui sont d'ailleurs les plus importants entre la Mauritanie et l'Union européenne. Chaque année, donc, nous, pour permettre justement aux flottes étrangères et donc européennes de pêcher dans les eaux mauritaniennes, nous déversons dans les caisses de l'État mauritanien un chiffre qui avoisine les 60 millions d'euros. Donc c'est quand même un chiffre assez considérable. Mais nous ne nous contentons pas de simplement verser de l'argent, mais nous voulons soutenir la Mauritanie aussi dans le développement du secteur de la pêche et dans la préservation de sa ressource. Donc nous avons des appuis aussi qui concernent la recherche, qui concernent l'inspection des aliments et des produits de la pêche pour permettre justement leur exportation vers le marché européen, le contrôle des activités de pêche à travers les gardes-côtes, la préservation de la ressource, notamment avec le soutien aux parcs nationaux du Ban d'Arguin qui sont des frayères naturelles de poissons. Donc c'est tout un accompagnement au secteur qui se joue sur les accords et aussi à travers des projets de développement du secteur de la pêche. Parce que notamment on a pu remarquer que le secteur de la pêche artisanale, qui a un potentiel énorme, n'est pas suffisamment développé et en termes d'emploi, il ne génère pas encore suffisamment d'emplois. Ça s'explique aussi parce que la pêche est quand même relativement une nouvelle activité économique en Mauritanie. Pendant longtemps, les Mauritaniens ont eu plutôt une tendance à regarder vers l'intérieur que vers la mer, et c'est simplement dans les dernières années qu'il y a eu donc cet engouement pour le secteur. Et je crois qu'il y a donc tout un développement de la filière de la pêche artisanale et donc de la génération des emplois qui est fondamentale. Et aussi la transformation, parce qu'il faut donner comme toujours de la valeur ajoutée aux produits, donc d'essayer d'implanter des usines de transformation qui puissent transformer les produits et les vendre aussi sur le marché régional, parce qu'on retourne sur la question, vous avez un marché de 381 millions de consommateurs. Beaucoup de ces pays n'ont pas accès à des produits halieutiques, mais par contre ils en demandent, et donc il y a un marché potentiel aussi d'exportation vers la région de produits halieutiques. Donc je crois que le potentiel de la pêche est important et il mérite encore d'être soutenu et développé
pour le développement économique du pays. Comment faites-vous pour soutenir? Vous dites qu'il est important. Comment comptez-vous procéder pour soutenir ces secteurs? Donc, comme j'ai dit, dans les accords de pêche, il y a une partie qui sert à valoriser les ressources. Les projets aussi de développement de la pêche artisanale, donc par exemple former des pêcheurs, améliorer les bateaux de pêche, améliorer les engins de pêche et les techniques de pêche. Tout ceci va permettre de pêcher plus de poissons, tout en préservant évidemment la ressource, donc toujours en gardant qu'il y a des stocks et qu'il faut préserver les stocks. Et puis il y a l'aspect de commercialisation, l'aspect de transformation du poisson, donc toute une chaîne qui doit se développer et qui est encore un peu, je dirais pas embryonnaire, mais qui est un peu naissante et qui doit être accompagnée pour se développer pleinement et développer tous ses atouts. Monsieur Sylla, est-ce que notre pays est capable d'assurer seul son développement par rapport au secteur de la pêche? Je crois qu'on a eu des avancées très remarquables dans ce domaine, en particulier dans ce secteur. Je crois aussi que au-delà de l'accord pêche, qui est quand même un instrument de coopération extrêmement important et qui, naturellement, a pu faire acquérir une certaine expertise locale, je crois que maintenant, on gagnerait tout simplement à avoir un secteur pêche de qualité qui nous permettrait éventuellement d'élargir le spectre de notre coopération au-delà de l'Europe. Et c'est ce qui est naturellement visé à travers la stratégie qu'a mis le gouvernement en place, la stratégie pour la pêche 2015-2019, qui, elle, dont l'objectif, ou l'un de ses objectifs est de développer les infrastructures de base, d'encourager la transformation et de la valorisation des produits de pêche, et enfin, son troisième axe, c'est de créer des emplois et surtout axer la recherche ou du moins les actions sur la croissance. Ça, c'est des axes qui sont extrêmement importants et je pense que donc, toute cette expertise nous a permis au jour d'aujourd'hui de mettre en place une vraie stratégie pour le secteur de la pêche qui, elle, pourra drainer pas mal de financement. Monsieur l'ambassadeur, nous allons parler de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a été un des défis majeurs de l'histoire récente du pays, un moment fort de coopération également. Quels sont les enjeux actuels et les perspectives pour la prochaine décennie? Ça reste un secteur qui doit encore là aussi développer son potentiel. Et il y a malheureusement encore une poche d'insécurité alimentaire dans le pays, qu'on évalue grosso modo à 15% de la population. Donc 15% de la population se trouve dans des situations, disons, conjoncturelles et structurelles d'insécurité. Malheureusement, cette année, ça va être encore une année un peu difficile, avec une soudure qui s'annonce très compliquée. Et donc on risque d'avoir des chiffres qui vont augmenter dans ce sens-là, et notamment les premières victimes sont les enfants. Donc on va avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais je crois que le potentiel agricole de la Mauritanie est important, notamment en termes de cheptel. Et on peut s'interroger sur le fait que, par exemple, la Mauritanie doit importer du lait alors qu'elle a un des cheptels les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on n'arrive pas à développer une filière qui permette de produire du lait pour la consommation des Mauritaniens? C'est pour ça que dans le cadre du 11e FED, nous avons vraiment voulu beaucoup investir dans le secteur agricole ou agro-pastoral, parce que nous pensons qu'il y a un potentiel de développement important, et on a ciblé notamment les régions du sud-est, les 4 wilayas du sud-est, avec donc tout un programme d'intensification des activités agricoles et pastorales, d'amélioration de la chaîne des valeurs, de transformation des produits, d'électrification rurale, qui devrait permettre donc d'augmenter la production agricole et pastorale de manière significative pour répondre justement à ce problème structurel d'insécurité alimentaire. Ceci dit, le fait qu'il y ait un changement climatique et une désertification qui avance va rendre évidemment ceci plus difficile, et il va falloir que malheureusement la Mauritanie s'adapte un peu à ce changement, à ces difficultés climatiques qu'elle subit, puisqu'elle ne les a pas provoquées. Elle n'est pas du tout responsable de ça, puisqu'elle n'émet aucune émission, évidemment. Donc c'est un peu aussi le rôle des partenaires de l'accompagner dans ces transformations pour faire face justement à cet enjeu du changement climatique. En tant que partenaire, vous avez parlé de poche d'insécurité alimentaire. Que faites-vous en tant que partenaire pour pallier à ça? Alors là, c'est le dispositif de l'aide humanitaire, notamment à travers ECHO, qui à travers des ONG. ECHO est le premier partenaire d'aide humanitaire en Mauritanie.
donc à travers un système d'ONG ou avec le dispositif du gouvernement, donc facilite la distribution de denrées alimentaires, notamment de denrées alimentaires à haute teneur protéique pour les enfants, pour justement les aider à passer cette phase difficile d'alimentation un peu difficile, notamment pour le jeune âge. Merci. Monsieur Sylla, quels sont les enjeux actuels et les perspectives pour la prochaine décennie par rapport à la sécurité alimentaire? Et pourquoi notre pays n'arrive pas à exporter du lait? Il vient de dire que... À produire assez de lait et même l'exporter éventuellement. Très bien. Bon, je pense que les perspectives, il faut dire que, comme ça a été rappelé, ce sont les changements climatiques qui impactent toujours, donc on est toujours un peu pris de court un peu par ce genre de catastrophe. Mais je crois que dans ce pays, on a pris l'habitude, comme c'est quand même une zone désertique où la sécheresse sévit très souvent, on a eu des réflexes assez récurrents et réguliers, c'est qu'on met toujours en place un certain nombre de stratégies et des ripostes par rapport à cela. Ce qui a été fait ces dernières années, le plan ML qui a été mis en place pour essayer de disponibiliser des denrées de première nécessité pour les populations, surtout dans des zones un peu reculées, disponibiliser aussi de l'aliment pour le bétail pour leurs animaux, et surtout les réseaux aussi d'eau potable qui a été, surtout l'hydraulique villageoise, qui a permis à certaines populations de se fixer pour essayer de continuer à bénéficier de l'aide alimentaire. Ça, c'est une réaction toujours des autorités qui est assez rodée. Et il faut dire aussi, par ailleurs, je souhaiterais préciser que la Mauritanie, ces dernières années, a souscrit un peu à ce qu'on appelle ARC. ARC, c'est une initiative au niveau de l'Union africaine, African RICS Capacity, et qui est en fait un système qui permet de souscrire à une espèce d'assurance, donc de manière anticipée, et quand il y a une catastrophe de cette nature, donc c'est cette structure-là qui vient un peu compenser ces effets et de manière rapide. Donc c'est un peu une disponibilité de fonds qui est là. Et la Mauritanie en a bénéficié ces dernières années, et je crois que tout cela participe bien naturellement à cette stratégie que le gouvernement met en place. Alors pourquoi on a du lait, on importe du lait? Je crois que nous, on a toujours eu l'habitude de boire du lait dans ce pays. Et bien naturellement, l'interconnexion mondiale a fait que lait importé, d'abord, il devient plus facile d'accès et moins coûteux. On n'a pas à entretenir, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas éleveur, il veut acheter plutôt sa bouteille à la boutique que d'acheter une vache. Mais je crois que là aussi, il faut voir un peu ces dernières années ce qui a été fait. Le gouvernement a mis en place de manière décentralisée une usine de lait à Nema. Non seulement c'est une région agro-silvopastorale, et je pense que cette usine commence déjà à donner des résultats probants. Ça, c'est des choses qui montrent un peu la volonté des autorités à essayer de valoriser les produits nationaux et surtout essayer d'impulser les habitudes alimentaires. Et je pense, je crois pouvoir dire aujourd'hui que le lait vendu sur le marché, il est de bonne qualité et il est à bon marché aussi. Il est de bonne qualité, ça je l'assure. Nous allons parler d'éducation. Sans éducation, rien de cela ne peut être possible. De manière générale, est-ce que l'éducation ne représente pas aujourd'hui le principal défi de fond de la Mauritanie, avec notamment une population très jeune qui va arriver bientôt sur le marché du travail et parfois sans qualification suffisante? Je suis assez d'accord avec ce principe que pour développer un pays, il faut investir dans l'éducation. Je pense que c'est le domaine le plus important. Et donc travailler dans la formation et l'éducation des jeunes pour leur donner des opportunités pour leur futur. Et c'est clair qu'il y a encore des efforts à faire en Mauritanie dans ce sens. On reconnaît qu'un des problèmes, c'est justement le manque de qualification, notamment pour les emplois, donc pour la formation des jeunes qui doivent entrer sur le marché du travail. L'Union européenne, actuellement, n'est pas dans le secteur de l'éducation parce que nous ne pouvons pas couvrir tous les secteurs, et je pense qu'il y a aussi un partage du travail entre les différents partenaires. Donc il y a d'autres partenaires qui s'occupent du secteur de l'éducation. Ceci ne signifie pas qu'à terme, on puisse y réfléchir, notamment dans le cadre d'une programmation qui va commencer dans ce qu'on appelle le 12e FED d'ici quelques temps. Et on va aussi faire une évaluation stratégique
de la coopération avec l'Union européenne, qui va nous servir aussi, nourrir dans la réflexion qu'on aura en commun avec nos partenaires. Cependant, on n'est pas totalement absent du secteur, mais on travaille beaucoup sur la formation technique et professionnelle, justement pour essayer de relever et d'améliorer les capacités des jeunes pour entrer sur le marché de l'emploi. On a développé, grâce à des programmes particuliers, des nouvelles formes de formation en apprentissage ou en alternance qui nous semblent très intéressantes et qui d'ailleurs vont être utilisées un peu comme programme pilote pour que le gouvernement développe une nouvelle loi sur la formation professionnelle qui est en cours de préparation. Donc pour dire qu'on est présent dans le secteur et que je pense qu'il faut effectivement investir et investir plus dans un système éducatif plus performant pour permettre aux jeunes justement de se former. Mais les pouvoirs publics ont mis en place un ensemble de mesures soutenant par exemple les écoles de formation professionnelle, ainsi de suite. Oui. Par rapport à ça, sur la formation professionnelle, on travaille évidemment avec le ministère. Mais je pense qu'il y a vraiment une telle nécessité de renforcer ce secteur que je pense que tous les partenaires devraient s'unir en quelque manière pour travailler ensemble dans cet aspect-là. Parce que je reconnais que je pense que c'est un des questions fondamentales pour le développement du pays. Merci. Par rapport à l'éducation. Très important, un secteur qui est extrêmement important et qui bien naturellement je veux dire, l'attention des autorités est particulièrement portée sur ce secteur-là. Mais j'aimerais juste préciser que par rapport à cela, le gouvernement a mis en place donc une stratégie de l'emploi en essayant de faire une certaine adéquation entre la formation et la demande du marché. Et je crois que ça, c'est un axe qui est extrêmement important. Parce qu'on a bien vu, même dans les pays développés, une certaine prolifération de gens formés, mais qui, in fine, n'ont pas de travail. Et toute finalité d'une éducation et d'une formation devrait être c'est le travail. Donc je pense que cette stratégie va certainement permettre à de jeunes Mauritaniens pouvoir avoir un travail sur le très court terme. J'aimerais aussi mettre l'accent sur la formation professionnelle et dire que ces dernières années, beaucoup de travail a été réalisé, bien évidemment avec d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette formation professionnelle pour essayer de disponibiliser une main-d'œuvre spécialisée et qui peut accompagner cet effort de moderniser l'économie, cet effort de rendre certains axes de notre économie avec un apport de croissance plus important. Et j'aimerais préciser enfin que cette volonté, on la sent ces derniers temps. Le gouvernement est en train de mettre en place un certain nombre de réformes avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre d'un appui budgétaire qui est en cours, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la formation professionnelle. Et ça, ce sont des réformes qui ont commencé déjà à être réfléchies. Et je pense que dans les mois à venir, on va matérialiser un peu toutes les stratégies à mettre en place, aussi bien pour l'éducation de base que pour la formation professionnelle, pour impacter positivement et susciter et aussi bien une formation de qualité et un emploi de qualité pour les jeunes. Merci. Monsieur l'ambassadeur, pour conclure, comment voyez-vous l'évolution de la coopération entre notre pays et l'Union européenne? Je pense qu'on va continuer un peu sur ce qu'on a fait, sur la lancée de ce qu'on a fait, donc être à l'écoute des priorités, des besoins et accompagner donc les efforts et les réformes du partenaire. Cependant, peut-être, si vous me permettez, un point de vue un peu plus personnel qui ne se reflète peut-être pas tout à fait dans le film, et c'est un peu le contexte sécuritaire. La Mauritanie se trouve dans une région qui est le Sahel, qui est malheureusement exposée à des risques sécuritaires importants, les risques de terrorisme, les risques liés au trafic, les risques liés à la migration illégale. Et ces risques, au fait, c'est aussi des risques qui exposent l'Union européenne. Et donc on a tout intérêt à travailler avec les partenaires sahéliens, donc dans le cadre du G5, ou en spécifique avec la Mauritanie, pour vraiment renforcer les capacités de ces pays et de ces États à faire face à ces risques. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a commencé
à travailler ici en Mauritanie avec un certain nombre d'activités liées à ces sujets. Mais je pense que c'est un sujet qui va probablement prendre encore de l'ampleur parce que malheureusement l'instabilité régionale va perdurer. Ça, on se rend compte que la crise du Sahel est une crise de longue durée malheureusement, avec maintenant des outils qui sont en train de se mettre en place, notamment à travers la force conjointe, qui vont être des réponses à l'approche aux problèmes de sécurité, mais qui vont perdurer. Tout ceci en disant quand même que le côté développement était aussi important, sinon plus important que la sécurité. Donc pour nous, c'est toujours le binôme sécurité-développement qui doit prévaloir. Donc je crois que cet aspect-là va probablement prendre de l'ampleur dans nos activités de coopération, soit au niveau régional, soit au niveau de donc êtes-vous satisfait du niveau de coopération actuellement et les perspectives? Tout à fait. Je pense que la Mauritanie, pour les questions de sécurité, est un exemple au niveau de la région. C'est le seul pays qui a su combattre efficacement le fléau du terrorisme. C'est le seul pays qui arrive à gérer de manière assez efficace ces espaces transfrontaliers qui sont quand même des espaces très grands. C'est le pays qui a su contrer tous les problèmes de migration illégale. Donc je crois que d'ailleurs elle a fait des efforts énormes qui coûtent d'ailleurs très cher au budget mauritanien. Et je pense que c'est normal que l'Union européenne, qui comme je dis est aussi en quelque manière partie prenante dans ces risques, soit là pour l'accompagner. Monsieur Sylla, pour conclure, comment voyez-vous l'évolution de la coopération entre notre pays et l'Union européenne? Vous pouvez revenir sur l'aspect sécurité aussi. Oui. Je crois que notre coopération avec l'Union européenne évolue dans le bon sens, s'adapte en fonction et des objectifs de Bruxelles et de nos besoins nous. Et je pense que quand on reste dans cette dynamique-là, on ne peut qu'avoir une évolution tout à fait convenable pour les deux parties. Mais je souhaiterais rappeler comme je l'évoquais tout à l'heure, parce que dans les années à venir, certainement avec l'Union européenne, on s'acheminera vers des financements mixtes, un peu une partie dons, une partie prêts avec du secteur privé, mais des prêts qui vont être garantis. Et je disais tout à l'heure qu'on a déjà un terrain prêt pour ça. La partie mauritanienne a déjà anticipé cet aspect-là pour que toutes les conditions soient réunies pour cela. Et je crois que ça déjà, ça va nous permettre certainement de renforcer notre coopération à ce niveau. J'aimerais préciser que sur le plan sécuritaire, beaucoup de choses ont été faites, et ont été faites sur des ressources presque exclusivement locales. Et là, je pense qu'avec l'Union européenne, il y a eu un certain nombre d'appuis au niveau en particulier du Trust Fund, le fonds fiduciaire, qui ont permis et qui continuent à permettre un peu un renforcement de cet effort qui a été fait au niveau sécuritaire. Et je crois que, au-delà de l'Union européenne, cet effort sécuritaire qui est fait sur ressources propres et à plus d'un titre sanitaire, parce qu'en réalité, qui dit sécurité, dit investissement, dit développement, dit croissance et dit surtout sécurisation d'un partenariat économique. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et il est tout à fait normal qu'on continuera à s'investir un peu dans ce cadre. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le niveau de coopération avec l'Union européenne, il est très satisfaisant à tout point de vue, que ce soit le volet sécuritaire, le volet gouvernance et droits de l'homme, de mon point de vue. Et je pense qu'on continuera certainement à améliorer certains aspects de notre coopération. Ça, j'en suis convaincu. C'est la fin de l'émission. Si vous avez un dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit, sinon on passe le dernier mot à Monsieur l'ambassadeur, si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est que le plan d'investissement externe européen va nous permettre d'avoir un partenariat un peu plus dynamique où la partie qui reçoit aura un avis à donner sur le financement qui sera donné. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour faire un peu de la publicité sur la Semaine de l'Europe. Il n'y a pas de problème. Comme vous savez, donc, le 9 mai, nous célébrons notre fête pour la célébration de la déclaration de M. Schuman. Et donc, autour de cette date, nous organisons toute une série d'activités culturelles, mais aussi des discussions, des conférences, débats, avec un programme très riche
qui va être distribué. On a fait un communiqué de presse aussi pour informer les médias. Donc voilà, je vous invite tous à participer aux activités qu'on a définies et je remercie vraiment la télévision mauritanienne aussi pour cette opportunité qui est justement dans le cadre de la Semaine de l'Europe pour parler un peu de l'Union européenne. Merci. Nous y serons, Inch'Allah. C'est la fin de l'émission. Je remercie mes hôtes, M. Giacomo Dirazo, qui est ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie. Je remercie également M. Abbas Silla, ordonnateur national suppléant du FED, qui est le Fonds européen de développement. Il est directeur général des investissements publics et de la coopération au ministère de l'économie et des finances. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de l'émission. À la semaine prochaine. Au revoir.